Les problèmes des avions. Les problèmes des avions. Atterrissage ou amérissage en urgence. On y va. Après un problème en plein vol, l'action est forcée d'atterrir en urgence. Il y a des flammes, mais pas trop. Donc, le Saint-Esprit avertit que les vols auront trop de problèmes à partir de 2024. Prions pour les compagnies aériennes afin que ces compagnies fassent des révisions profondes de leurs appareils. La vie des gens est précieuse par rapport à leur soif de gain. Prions pour ceux qui prennent les vols. Ceci ira croissant dans le monde, dit le Seigneur. Donc vous allez entendre en 2024 qu'il y a telle compagnie a un problème, telle chose a un problème, tel avion a un problème. En fait, j'étais sur la plage de Lavandou, je savais pas c'était quoi comme avion. Donc j'ai pris une photo de l'avion et pour envoyer à un copain qui est fan d'avion. Et en le filmant, ben c'est là que j'ai vu qu'il volait trop bas sur la fin. Oh la vache, il est craché. Et on a entendu un gros boom. On est un peu tout le monde sur la plage est sous choc. J'ai ma fille qui était à côté de moi, qui était sous le choc aussi. C'est la catastrophe. Tout le monde était triste. Hein. Et déjà, toute la plage, il y a eu un grand silence. Hein. Personne, tout le monde dit oh là là, est-ce qu'il est mort? Tout le monde se pose la question déjà si il peut s'en sortir, s'il est en bonne santé ou pas. Et bon, la plupart des gens sont négatifs. Hein. Enfin, ils disent que non, il peut pas s'en sortir. Ça faisait 3 minutes, on va dire, 3 minutes, pas plus de 3 minutes quand je commence à filmer. C'est dès le début, hein. C'est sur le virage, hein. C'est là qu'on voit qu'il y a le problème. Hein. Oh la vache, il est craché. Oh la vache, merde. T'as la vidéo? Ouais, j'ai la vidéo. Ouais. Mes amis, bien le bonsoir. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé à faire une vidéo sur l'accident qui s'est passé hier au large du Var. Un Fouga Magister s'est écrasé lors d'une démonstration aérienne. Donc je fais cette vidéo pour répondre à ces demandes. Pour ne rien vous cacher, vous savez, j'étais en vacances en Turquie récemment. Je viens de rentrer. 3 heures de route, 4 heures d'avion et une nuit blanche. Donc je suis un petit peu sonné et légèrement dépassé par les événements. Mais néanmoins, je fais cette vidéo pour répondre à la demande du public. Alors, j'ai discuté avec 2 personnes qui sont témoins oculaires de cet accident. Leur témoignage est très important. Ils m'ont fourni des vidéos, mais aussi des photos montrant la séquence du crash que je vais vous montrer à un moment donné durant cette vidéo. Alors, les faits, très rapidement, on a un Fouga Magister. Un Fouga Magister, c'est un avion de militaire, à la base, d'entraînement, qui a été conçu durant les années 40 à la base. C'est une plateforme des années 40, premier vol début des années 50, et puis il est rentré vraiment en exploitation au milieu des années 50. Donc vous voyez, on est en train de parler d'une architecture assez ancienne. Il a une caractéristique aérodynamique que partage un avion qui a été conçu à peu près à la même époque. C'est le V-tail, si vous regardez l'empennage de l'avion, est un empennage qui est en V. Ça signifie au lieu d'avoir le plan horizontal et puis avoir la dérive verticale, eh bien au lieu d'avoir ces 3 plans, on n'en a que 2 qui forment un V, un peu comme le Beechcraft Bonanza, un petit peu comme par exemple il y a l'avion furtif américain qui utilise le F-114, qui utilise exactement la même configuration à très peu de choses près. Donc si vous voulez, c'est le V-tail. Et pourquoi on en parle? Parce que ça sera probablement un des points qui sera exploré par l'enquête. Le V-tail en aviation, je vous le dis tout de suite, est une conception sur le plan aérodynamique extrêmement clivante. Alors, vous allez parler à différents pilotes, il y a des avis très divergents sur la situation. Certains trouvent que c'est dangereux comme configuration, que l'avion perd en stabilité, alors que d'autres ne jurent que par le V-tail.
Parce que l'avantage du Vittel, si vous voulez, et c'est la raison principale pour laquelle il est installé sur certains avions, il a été pensé, c'est que quand vous avez que de surface, c'est pas le poids vraiment qui est important. Vous avez moins de poids, oui, vous avez moins de poids structurellement parlant, mais c'est pas vraiment important parce que si vous prenez la dérive verticale qu'on économise, la dérive verticale d'un avion, vous la ramassez à la main. Pour des avions de cette taille, franchement, c'est pas très lourd. Donc, c'est pas le gain de poids qui est important. C'est plutôt le gain aérodynamique, dans le sens où, au lieu d'avoir 3 surfaces qui sont en train de couper l'air, on n'en a que 2. Donc, à toute chose égale, c'est des avions qui vont légèrement plus vite. Sur le Bonanza, par exemple, la version, ils ont créé par la suite une version avec un empennage classique. La version avec un empennage classique, je crois qu'elle va 7-8 km/h plus lentement. Donc vous voyez, c'est juste pour gagner un petit peu de vitesse. Mais en échange, il y a énormément de complexité. Je vous montre un petit peu comment ça marche. Je prends une feuille là, je la plie en 2. Hein. Donc si on prend notre Vittel, il ressemble à peu près à ceci. Donc il ressemble à peu près à ça, à cette feuille que vous êtes en train de voir ici. Ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de couper 2 surfaces, voilà, 2 surfaces qui vont faire en même temps direction, qui seront mixées pour faire direction et pour faire, donc pour remplacer le gouvernail de direction, mais aussi remplacer les gouvernails de profondeur, les surfaces de profondeur. Vous voyez, c'est assez, vous allez vite comprendre le degré de complexité que je suis en train d'évoquer. Donc, ça marche comme ceci. Ça, c'est mon Vittel, ok, et ça, c'est les surfaces. L'avion, vous voyez l'avion, il arrive vers vous de face, ok. Donc, quand les 2 surfaces montent, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il n'y a pas de mouvement, de lacet qu'elles vont créer. Les mouvements de lacet de celle-ci et de celle-ci vont s'annuler, parce que vous voyez que celle-ci pousse à droite et celle-ci pousse à gauche. Donc notre avion, il va pas partir comme ceci ou comme cela. Il va juste se cabrer, d'accord? Quand les 2 se lèvent avec le même angle. De la même manière, quand les 2 s'abaissent avec le même angle, que va-t-il se passer quand les 2 s'abaissent avec le même angle? Eh bien, ce qui va se passer, vous voyez bien que les 2 s'abaissent avec le même angle, elles vont créer juste une tendance à piquer à l'avion, mais ni à gauche ni à droite. Par contre, si les 2 vont dans des directions opposées, là vous voyez que ici, chacune va annuler la partie, on va dire, cabrée ou la partie piquée de l'autre, mais elles vont créer un mouvement de lacet, comme dans ce cas ici, dans cette direction. D'accord? Elles vont créer un mouvement de lacet. Et bien entendu, le mix des deux, où chacune se lève ou s'abaisse d'un angle et l'autre s'abaisse ou s'élève d'un angle différent, elles peuvent créer une conjugaison de forces qui vont remplacer, si vous voulez, l'empennage classique. C'est déjà assez complexe, juste avec ces plans. Réfléchissez maintenant si on rajoute des compensateurs. Parce que si on a besoin d'un compensateur de profondeur, donc il faut bien en placer. Sur certains avions, on a besoin même d'un compensateur de direction. Donc rajoutez les compensateurs dans l'équation et réfléchissez dans quelle position on va mettre les compensateurs, comment on va les mixer pour obtenir la bonne compensation de profondeur et des directions. Vous allez voir que la complexité de la construction va atteindre, on est en train presque de parler de la Rolex. Donc c'est pour ça que cette construction n'a pas été retenue par la suite. On la retrouve très rarement aujourd'hui. On l'a vu sur le Cirrus par exemple, un avion à réaction. Mais c'est très 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 rare que ce soit utilisé. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans la perte de contrôle de cet avion? On le verra plus tard. Mais autre chose. Autre chose, c'est que on voit cet avion évoluer. Il est en train d'évoluer. Une des questions que je me pose, et que probablement les enquêteurs se poseront, c'est c'était quoi son programme? Ça, on ne peut pas y répondre. Il faut que quelqu'un soit intime de ce programme-là. Est-ce que le pilote partait pour faire un programme genre improvisé? Je pars, je vais faire quelques loopings, quelques trucs comme ça, improvisés. Ou bien est-ce qu'il avait un répertoire et un programme qui était bien défini, qui était écrit et bien défini? Voilà exactement ce que je vais faire. Voilà les figures qui vont s'enchaîner. Et maintenant, la question c'est, est-ce qu'il a respecté ces figures? Est-ce qu'il a enchaîné les figures
tel que c'était planifié. Je vais vous dire pourquoi. Où est-ce que je veux aller avec cette ligne de raisonnement? C'est que quand on voit cet avion s'écraser, quand on voit cet avion incliné et partir vers l'eau, la question qu'on se pose, c'est y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Pourquoi? Parce que n'importe quel pilote qui se trouve dans un avion incliné, comme celui-ci, pratiquement sur la tranche, hein, il y a une des photos qui montre l'avion sur la tranche, on va dire pratiquement on est à 90 degrés, et qui montre que le nez de l'avion est sous l'horizon. Hein, le nez de l'avion est sous l'horizon. Ça signifie, si on est dans un avion pareil, ce qu'on va sentir, on va sentir qu'il est en train de s'enfoncer vers le bas, il est en train de partir vite vers le bas. N'importe quel pilote, instinctivement, ce qu'il va faire dans une situation pareille, c'est de ramener les ailes à l'horizontale. Sur un avion de ce type-là, il suffit d'un petit coup de manche et les ailes reviennent à l'horizontale, presque immédiatement. Ce qui permet à la portance d'aller vers le haut, ce qui est une bonne chose. On veut toujours que la portance soit vers le haut. La portance va vers le haut, et à ce moment-là, on tire sur le manche et on récupère cette chute-là. Donc la chute, pendant les longues secondes qu'on la voit évoluer, était récupérable, mais on ne voit même pas un début de tentative de récupération. Il n'y a même pas une amorce de récupération. C'est pour ça qu'on se dit, mais y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous voyez où je veux en venir? Je veux en venir. Est-ce que ce pilote était conscient? Est-ce que... Parce que probablement, on verra plus tard avec le BEA, mais ça restera ouvert à la spéculation pour toujours, je ne vous cache pas. À moins qu'on trouve autre chose, vraiment de probant, qui disent autre chose. Mais la réalité, c'est que on a l'impression que c'est un avion qui est abandonné à lui-même. Un avion à 90 degrés avec le nez qui part sous l'horizon et qui est en train de tomber sur la tranche, c'est pas possible. C'est pas un avion qui est piloté. On voit pas, ce n'est pas une perte de contrôle qui est liée à des entrées sur les commandes qui sont mal pensées ou qui sont erronées. Hein. On a vu des avions des fois s'écraser, ou perdre le contrôle, mais derrière, il y a un pilote qui a fait, entre guillemets, n'importe quoi. Hein, même s'il avait toutes les bonnes intentions du monde, il a quand même fait les mauvaises actions. Cet avion-là ne semble pas s'écraser parce que des mauvaises actions ont été faites, mais il semble s'écraser parce qu'aucune action n'a été faite. Il va jusqu'au toucher, sans même amorcer une tentative de revenir à l'horizontale. Donc vous voyez, c'est ça qui interpelle. Bien sûr, une des questions, hein, j'ai considéré cette question sous l'angle de dire, ok, il est au-dessus de l'eau, et des fois l'eau elle est trompeuse. Hein. Les vols au-dessus de l'eau, l'armée américaine et d'autres armées dans le monde ont perdu pas mal d'avions au-dessus de l'eau, parce que parfois, on n'a pas la moindre idée de la distance à laquelle on est au-dessus de l'eau. Quand un avion est au-dessus de l'eau, et il fait un virage serré, selon comment il y a tous les hublots qui se remplissent de bleu, et qu'on soit à 50 mètres ou à 500 mètres de l'eau, l'apparence de bleu, si vous voulez, est à peu près la même. On n'arrive pas à distinguer la hauteur. Et à ce moment-là, on peut taper contre l'eau sans même se rendre compte qu'elle était là. On pensait qu'elle était plus loin, puis finalement, on l'a tapée et on a réalisé peut-être un quart de seconde avant qu'on va la toucher. Surtout quand il n'y a pas de vague et que l'eau est relativement plate. Mais même ça, même cette hypothèse, elle ne colle pas vraiment parce que si vous regardez l'endroit où était l'avion, de par son inclinaison, le pilote aurait pu voir les bateaux. Or, les bateaux donnent une référence visuelle. Par leur taille apparente, donnent une référence visuelle de la hauteur. Donc, c'est pas possible que ce soit juste une illusion, une illusion, il pensait qu'il était haut, puis soudainement il tapait sur l'eau alors qu'il croyait qu'il était 50 mètres plus haut. Ça ne semble pas être le cas. J'ai regardé ces vidéos pour chercher le dernier mouvement de l'avion qui semble avoir été un mouvement conscient sur les commandes. Je n'ai pas pu trouver de mouvement. Je suis toujours en train d'analyser ces vidéos et comme je vous disais, je suis victime d'une nuit blanche et la fatigue et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, je suis revenu jusqu'à peut-être 5-6 secondes avant l'impact et je n'arrive pas encore à voir sur les dernières 6 secondes de vol, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui ressemble à un mouvement sur les commandes de cet avion-là. Vous voyez? Donc, pourquoi j'aurais voulu savoir c'est quoi le programme qu'il devait faire?
c'est pour savoir s'il y a adhéré. Parce que s'il n'a pas adhéré à son programme, ça peut être un signe précoce qu'il y avait peut-être un problème de santé avec lui. Ça signifie que, par exemple, il se sentait mal. Je vous dis un truc. Moi, je suis pas le pilote d'avion militaire, mais je peux vous dire un truc, ça fait peut-être rire les militaires, mais sur un avion civil, quand tu vas à 60 degrés, ce qui n'est pas énorme pour les figures que vous étiez en train de voir, il a dépassé les 60 par moment. Quand tu es à 60 degrés d'inclinaison, ça c'est ton avion, 60 degrés d'inclinaison, si tu veux le maintenir, si tu veux rester à 1G à 60 degrés, tu peux. Et il suffit juste de ne pas tirer sur le manche, de laisser l'avion partir vers le sol, et ça va très bien. Tu n'as pas, bon, il y a le vario qui tombe, la vitesse qui commence à augmenter, tu sens sur la verrière le souffle qui augmente, tout ça, bon. Mais en termes de G, tu n'en as pas beaucoup, tu es toujours à 1G. Mais tu fais comment si tu veux garder ton altitude en étant à 60 degrés? À 60 degrés d'inclinaison, la moitié de ta portance est partie. Elle n'est pas complètement partie, vraiment. Elle est tout simplement... Attendez, si j'ai un stylo, je vous montre. Elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Je ne sais pas où sont mes stylos. La portance n'est pas partie. Elle est toujours la même en réalité. Mais, comme les ailes sont inclinées, comme ceci, la portance est toujours perpendiculaire à l'aile, ok? La portance... toujours ça c'est mon aile, ça c'est mon avion, il vient vers toi. Ça c'est l'aile, ok? La portance, normalement, elle est comme ça. La portance est comme ça. Ça c'est la portance. Quand l'avion s'incline, elle fait quoi la portance? Tu vois que elle a une composante verticale et elle a une composante horizontale. La composante horizontale tire l'avion vers l'intérieur du virage et la composante verticale, elle le porte, elle l'empêche de tomber. Quand tu es à 60 degrés, ta composante verticale, eh bien, elle est 50% de ça, 50% de ce vecteur. Ça signifie que tu as perdu la moitié de ta portance à toute chose égale. Donc à incidence égale, à vitesse égale, il suffit juste de... Tu gardes tout pareil, juste tu t'inclines 60 degrés, tu as perdu la moitié de ta portance. L'avion commence à tomber. Comment tu fais pour éviter qu'il ne tombe? Comment tu fais? Donc ce que tu fais, tu es obligé de tirer sur le manche. Pour augmenter l'incidence, et en augmentant l'incidence, tu augmentes la portance. Jusqu'à un certain point, on ne peut pas augmenter l'incidence, jusqu'à... Il y a une limite à partir de laquelle on décroche. Mais on tire sur le manche, on augmente l'incidence. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour compenser? Eh bien, il nous faut plus de portance. Combien plus de portance? 2 fois plus. Pour qu'on puisse rester en l'air. Donc, puisqu'il faut 2 fois plus de portance, on est en train de dire qu'on est en train de voler à 2G. Et on le sent très bien, c'est assez physique. Donc, on tire sur le manche, qui est très lourd. On augmente l'incidence pour maintenir son altitude. La vitesse fait quoi? Elle commence à partir, elle commence à se réduire, parce qu'on a augmenté l'incidence. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter des gaz. Donc, à 60 degrés, on peut se retrouver avec le manche tiré de toutes ses forces, les gaz presque à fond, inclinant l'avion, corrigeant avec les palonniers, et assez rapidement, on passe dans sa turbulence de sillage, parce que le virage est tellement serré que l'air est perturbé par l'avion, et on repasse dans cet air perturbé. Donc, ça commence même à vibrer. Sur le plan du confort personnel, des virages à gauche, à droite, comme ceci, juste 60, je ne parle pas de plus, peuvent déjà donner la nausée. Déjà, quand on revient sur le sol, on est content d'être sur le sol. Déjà, ça crée de l'écœurement, ça crée de la nausée. Si on va plus loin que ça, les forces sont encore plus grandes. Les G sont encore plus élevés. Et quand il y a une succession de ces G-là, ça peut effectivement causer le malaise. Donc, c'est pour ça que je glisse personnellement vers l'hypothèse d'un malaise du pilote. Il ne s'est pas non plus éjecté, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait un siège éjectable en opération sur cet avion. Ces avions anciens, cet appareil était fabriqué en 1963, cet exemplaire-là. C'est le FAZPZ, je crois. Ouais, ça doit être ça. FAZPZ. A été fabriqué en 1963. C'est un avion très vieux. Il a 61 ans d'âge. Donc, on trouve ce genre d'appareil dans les musées. Mais on les trouve aussi volant, parfois, sous des certificats de navigabilité restreints. Des certificats
spéciaux. On a vu regardez sur ce canal l'accident du HB Hot en Suisse, ce DC-3 qui datait d'ailleurs il était apparu dans le film avec Clint Eastwood, comment il s'appelle, When Eagles Dare. C'est un avion qui volait dans les Alpes suisses, mais c'était une antiquité techniquement parlant. Au sens de la loi, c'était une antiquité. C'était un avion qui avait un certificat un peu spécial, précaire, comme on dit, et qui lui permettait de transporter des gens et tout. Mais le plus souvent, ces certificats, pour avions de collection ou avions antiques, ne permettent pas de transporter des gens. Même si cet appareil avait 2 places, il y avait un seul pilote dedans. Et probablement qu'il y avait des restrictions à l'emport de passagers, par exemple, ou de passagers payants. Donc, c'est des avions qui sont des fois restreints à une zone géographique. Je ne pense pas que celui-là l'était, mais des fois, ils sont restreints à une zone géographique. Des fois, ils sont restreints à voler dans certaines conditions, ou ne pas voler, ne pas faire du vol commercial ou du vol payant. Donc, il y a beaucoup de limites. L'intention législative, si vous voulez, c'est laisser l'appareil voler, mais créer suffisamment de restrictions pour éviter qu'ils soient impliqués dans un accident de transport public. Voilà la raison. Donc, ces appareils, malheureusement, vu leur âge, on a beau les maintenir avec amour, avec passion, on a beau mettre beaucoup d'argent dessus, n'empêche que c'est des appareils anciens. Donc, en termes de problèmes, voilà, on sait ce qui se passe. On peut avoir des soucis avec, même si à ce stade, rien ne prouve qu'il y a eu un souci mécanique sur l'appareil. Les témoins disent que les moteurs tournaient réglo, et ils ont tourné réglo jusqu'à l'impact. Personne n'a entendu un bruit particulier des moteurs. Il en a 2. Quand ces moteurs ont un souci, on entend quoi? On entend par exemple des bruits de pompage, qui sont des bruits d'explosion, d'une instabilité du compresseur, et ça crée des bruits d'explosion. On peut aussi avoir de la fumée noire derrière, on peut avoir des flammes derrière, on peut avoir plein de situations pareilles. Et en plus, cet avion-là, le Fouga Magister, comme il a les 2 moteurs qui sont très proches du fuselage, en cas de perte d'un moteur, il ne devient pas incontrôlable. Il n'est pas le mouvement de lacet généré par la panne d'un moteur, généralement est très facile à gérer. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a pu se permettre de mettre un V-tail. S'il y avait les moteurs qui étaient séparés, qui étaient placés loin sur les ailes par exemple, on n'aurait pas pu se permettre un V-tail. Il aurait fallu avoir un stabilisateur horizontal et une gouverne de direction dans toute sa dignité. Tous les avions qui ont un V-tail, en général, ont des moteurs très proches du centre de gravité de l'avion pour éviter justement qu'il puisse créer un moment de lacet excessif en cas de panne. Donc mes amis, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Le pilote est décédé sur le coup. Il y a une opération aujourd'hui de recherche. Il y a un navire qui est arrivé sur les lieux. Ils ont ramené une plateforme. Ils vont probablement repêcher l'avion. Et puis, j'espère qu'on en saura plus, mais c'est très très dur d'en savoir plus pour ces histoires, parce que je ne pense pas que cet avion avait une boîte noire, je ne pense pas qu'il était censé en avoir, donc probablement en termes d'information, c'est tout ce qu'on a. Peut-être que d'autres éléments viendront, des éléments techniques ou des éléments liés à la maintenance ou à la santé du pilote ou autres pourront ressurgir, mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Mon numéro de téléphone, just in case, ça c'est mon WhatsApp. Si vous voulez me laisser des messages, vous êtes les bienvenus. D'accord? Je le donne de temps en temps. Et puis, ne regardez pas l'heure quand vous l'envoyez. Quand je dors, je le mets sous silencieux. Donc, ne vous inquiétez pas pour les alarmes. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vais aller me reposer. À très bientôt. Ce passant capte l'instant où le pilote perd le contrôle de l'avion, qui va pendant plusieurs secondes poursuivre sa chute vertigineuse jusqu'au crash. L'appareil est pulvérisé et provoque un énorme incendie dans un quartier résidentiel de Vinedo. Ces images aériennes dévoilent ce qu'il reste de l'avion de la compagnie Voepas,
un amas de débris éparpillés dans la zone du crash. Très rapidement, les secours arrivent sur place et constatent l'ampleur du désastre. Aucun passager n'a survécu. À Vinedo, les habitants accusent le coup. Certains acceptent de témoigner. J'ai pensé qu'il était tombé en panne d'essence ou qu'il avait eu un autre problème. Alors j'ai couru hors de la maison et je l'ai vu tomber sur le toit de la maison d'un couple. J'ai pensé qu'il allait tomber dans notre cour. C'était effrayant. Mais Dieu merci, il n'y a eu aucune victime parmi les habitants. Il semblerait que les personnes à l'intérieur de l'avion soient les seules victimes. Le vol à bord de l'avion ATR 72 devait relier l'État du Paraná à l'aéroport de Sao Paulo, à 80 km environ du lieu du crash. Les équipes de pompiers ont retrouvé les boîtes noires de l'appareil, mais aucune information sur les circonstances de l'accident n'a encore été communiquée. En marge d'un déplacement, le président brésilien a réagi et présenté ses condoléances aux proches des victimes. Je voudrais que tout le monde se lève pour que nous puissions observer une minute de silence, car un avion vient de s'écraser dans la ville de Vinedo, près de Sao Paulo. Je voudrais donc demander une minute de silence pour les victimes. Une enquête est en cours. Si la compagnie assure que ce modèle est réputé fiable, ces petits avions sont régulièrement pointés du doigt pour leurs failles sécuritaires. Des cris de détresse et des passagers se précipitant dans les toboggans d'urgence pendant la nuit. L'incident concerne une sortie de piste lors du décollage d'un avion à l'aéroport international Blaise Diagne, près de Dakar. Le bilan communiqué par le ministre sénégalais des Transports fait état d'au moins 10 blessés. L'incident est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. L'appareil, un Boeing 737, transportait 85 personnes. Exploité par la compagnie privée Transair, il assurait le vol d'Air Sénégal vers Bamako au Mali. Le pilote de cet avion est le seul survivant du crash de l'appareil survenu ce mercredi au Népal. L'avion de ligne qui transportait 19 personnes s'est écrasé juste après son décollage de Katmandou, la capitale népalaise. Un étranger fait partie des victimes. L'accident a eu lieu dans le cadre d'un vol d'essai de la compagnie Soria Airlines qui transportait 2 membres d'équipage et 17 membres du personnel de cette compagnie népalaise. L'avion s'est écrasé vers 11h15 heure locale. L'avion s'est déporté vers la droite et s'est écrasé sur le côté est de la piste peu de temps après le décollage, selon un communiqué de presse de l'aéroport. Le pilote a pu être secouru et a été hospitalisé. Il se trouve dans un état grave. Il s'agissait d'un vol effectué à des fins techniques ou de maintenance, a indiqué l'autorité de l'aviation civile du Népal. L'avion devait relier la capitale Katmandou à la ville très touristique de Pokhara en empruntant la route aérienne la plus fréquentée du Népal. Selon le site de Soria Airlines, la compagnie exploite exclusivement des bombardiers CRJ-200. Dans ce pays montagneux, le transport aérien a connu ces dernières années un essor important, notamment pour permettre aux randonneurs et grimpeurs étrangers de voyager entre des zones difficilement accessibles. Mais la maintenance et les formations insuffisantes sur les appareils créent un manque de sécurité. Le tout est aggravé par la géographie escarpée et la météo du pays où le temps peut rapidement changer. L'Union européenne a interdit son espace aérien à tous les transporteurs népalais pour des raisons de sécurité. En janvier 2023, 72 personnes étaient mortes dans le crash d'un avion Yeti Airlines lors de son atterrissage à Pokhara. Les recherches se poursuivent depuis plus de 7 heures. 200 gendarmes, des pompiers, un hélicoptère, 4 drones, mobilisés ce soir encore, en quête d'un signe de vie des 2 pilotes, toujours introuvables. Midi 30, 2 rafales de la base de Saint-Dizier entrent en collision au-dessus du village de Colombey-les-Belles, à 5 minutes à peine d'une zone habitée. Sur place, un large périmètre qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres est bouclé, car certaines pièces de l'appareil sont classées secret défense. J'ai voulu fermer la fenêtre et c'est là que j'ai entendu un bruit qui n'était pas normal, pas un bruit d'avion qu'on a l'habitude, quoi. Et après, on a entendu les sirènes quelques minutes plus tard. Ces rafales revenaient d'un entraînement de ravitaillement. Ils volent en formation. Le temps est orageux, mais la procédure classique. Dans un premier avion, un instructeur et dans le second,
un autre instructeur et son élève. Leur plan de vol est confidentiel, mais l'itinéraire emprunté par l'avion qu'ils ravitaillaient donne une idée de leur trajet entre la France et l'Allemagne. Que s'est-il passé? Comment ces pilotes, aguerris, ont-ils pu se percuter? Il y a des marges de sécurité qui sont prises, il y a des principes pour éviter l'avion, mais le risque zéro n'existera pas. Les vitesses de rapprochement sont parfois extrêmement élevées, donc il ne peut pas y avoir de système d'évitement systématique. Le premier instructeur a pu s'éjecter de l'appareil. Il a été retrouvé sain et sauf grâce aux données de sa balise GPS. Alors, les sièges éjectables, une fois qu'ils sont arrivés au sol, il y a un système de balise qui va permettre de les localiser. Et donc, ça permet de retrouver, comme on retrouve un avion qui s'est crashé de cette manière-là, on va retrouver les pilotes grâce au signal qui est envoyé par leur siège éjectable. À la base de Saint-Dizier, c'est l'émotion qui prédomine ce soir. J'étais choqué, très choqué, parce que je ne pensais pas que quelque chose comme ça pouvait venir, surtout de la part de pilotes expérimentés. Ils rendent service à la France et qu'il leur arrive ça, c'est quand même malheureux. J'espère qu'on les retrouvera sains et saufs quand même. Dans la zone de l'accident, les gendarmes ont apporté des projecteurs. De quoi poursuivre les recherches toute la nuit s'il le faut. À gauche, le capitaine Sébastien Mabir, 36 ans. À droite, le lieutenant Mathis Laurence, 29 ans. L'annonce de leur décès a constitué un choc dans la ville de Saint-Dizier où ils étaient basés. C'est une grande tristesse et un choc quand même de savoir que deux rafales qu'on voit tous les jours quasiment voler au-dessus de nos têtes se sont télescopées. Ça, c'est terrible. C'est malheureux, quoi. C'est des jeunes personnes qui étaient pleines d'avenir. On apporte tout notre soutien à tout le personnel de la base 113. Le capitaine Mabir, pilote de chasse depuis 2013, était instructeur depuis 2 ans au sein de l'escadron de transformation Rafale Aquitaine à Saint-Dizier. Un pilote expérimenté, plus de 2000 heures de vol et 47 missions de combat, notamment en Irak. Hier, il avait embarqué à bord d'un Rafale biplace pour former le lieutenant Laurence, qui avait décroché son brevet de pilote en 2021. Rattaché au régiment de chasse Normandie-Niémen basé à Mont-de-Marsan et comptant plus de 800 heures de vol déjà, il poursuivait son instruction à Saint-Dizier. C'est en effectuant des manœuvres de combat avec un autre Rafale hier, lors d'un vol d'instruction, que l'accident s'est produit sous les yeux de cet agriculteur. C'est les deux qui sont rentrés dedans et ça fait comme 3 explosions. Il y en a un qui est tombé tout de suite et le deuxième a explosé en plusieurs fois. C'est celui que j'ai retrouvé en premier en 1000 morceaux. Et j'ai vu un parachute partir, mais comme le nuage était assez bas, j'ai pas vu la direction qu'il prenait. Les 2 épaves seront retrouvées dans la forêt où des milliers de débris comme cette aile de Rafale ont pu être filmés par les habitants venus tenter de porter assistance. Le pilote, ayant pu s'éjecter à temps, sera retrouvé blessé mais conscient. Son témoignage devrait être capital pour comprendre les causes de cet accident rarissime.